Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'hebdo de Comics Initiative. En ce vendredi, on va revenir un petit peu sur les dernières actualités, notamment Ulule. Je présenterai les nouveaux ouvrages de Love and Rockets qui sont arrivés sûrement la semaine prochaine. Et hop, tiens, on va juste recadrer un peu la caméra d'anglais parce qu'elle a tendance à se relever. Et pour commencer, déjà, rappeler à tout le monde, en tout cas, qu'il y a en ce moment deux campagnes qui sont dispo sur Ulule et pour lesquelles vous pouvez, je dirais, ne pas hésiter à aller faire un saut, sachant que l'une d'entre elles se termine dimanche. On verra si on fait une prolongation ou pas. Ça s'appelle Karoshi. C'est un récit, on va dire, d'horreur psychologique qui nous emmène dans un univers qui est celui du monde du travail. Un univers dans lequel, on va dire, les pétages de plomb, les burn-out et l'intensité des activités promues par les managers, etc., nous emmènent dans des situations un petit peu compliquées. Donc, Karoshi d'Alexis Asplecada avance bien, voilà. Donc, hop, on peut peut-être montrer des petits extraits avant de passer sur le suivant que je vais vous montrer. Métro Boulot Caveau, voilà, hop, on a un style visuel très atypique qui nous permet surtout de mettre en avant un récit et plein de choses en réalité dedans, donc c'est assez cool. Et le deuxième projet qu'on a lancé il y a seulement quelques jours, est-ce que ça se change d'emblée quand je fais ça? Non, donc je vais refaire ma petite manip. Et bon, c'est pas le bon partage. Hop, et le deuxième projet qui est un projet complètement différent, puisque, on va dire, dans l'immédiat, je vous ai montré un titre un peu plus sombre, un peu plus horrifique, comme je le disais, et là, on a un récit à destination des plus jeunes, avec, hop, on le voit maintenant, La Maison de Diego, qui est une jolie histoire, en fait, qui nous fait suivre cette petite souris, donc Diego, qui, en fait, va complexer par rapport à son habitation, et va aller croiser tous ses amis, afin notamment d'essayer d'organiser pourquoi pas une invitation chez lui et une petite fête. C'est un petit peu compliqué parce qu'on se retrouve avec pas mal de complexes et d'interrogations dessus. Voilà, titre hyper abordable. Tiens, je sais pas si je vais pouvoir tourner les pages ici. Eh ben, si on les voit, vous pouvez aller sur la campagne en plus et voir à quoi ça ressemble. C'est hyper mignon, hyper joli. C'est plein de jolies choses en tout cas qui devraient plaire aux enfants dès l'âge de 3 ans en fait, on va dire qui est un peu l'âge recommandé. Donc voilà, ça c'est en cours sur Ulule, ça vient à peine d'être lancé, donc n'hésitez pas à aller dessus. On ne propose pas souvent de la jeunesse chez Comics Initiative, on essaye, voilà, donc à chaque fois en faisant des choix qui, à mon sens, peuvent apporter un plaisir de lecture ou des réflexions, des échanges entre les enfants et les parents. Donc n'hésitez pas à aller dessus. En tout cas, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler des projets Ulule en cours, on est là pour faire une sorte de petite émission récap autour d'un principal événement, d'un gros événement qui normalement a lieu tous les fins janvier depuis maintenant des décennies. C'est le Festival d'Angoulême, le FIBD, le Festival international de la bande dessinée. Et pour le coup, on va essayer d'en parler avec notamment deux invités. Alors, on va aller très vite puisque celui-ci, vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises. Hop, tiens, il s'agit de Laurent Lefebvre, l'auteur de Foxboy. Salut Laurent. Hello, bonjour à tous. Et pour la première fois dans les deux, hop, tiens, je recroise un compère que je connais très très bien depuis de nombreuses années, c'est Nicolas, qui est le rédacteur en chef notamment pour Planète BD de toute la section manga. Salut Nico. Salut. Normalement, si tout va bien, on aura un petit invité qui viendra nous faire un petit coucou à un moment. On verra ça si ça se produit. En tout cas, l'idée, c'était d'évoquer, on va dire, les grandes mutations de notre 9e art si précieux et si cher, à travers notamment, on va dire, la mise à mal de cet événement qui a été le FIBD. Et avant de commencer à parler de ce qui, on va dire, a donné lieu à quelques soubresauts et évolutions peut-être à entrevoir, je voulais déjà revenir un petit peu sur ce gros festival qui existe maintenant depuis, je ne sais même plus combien de temps, hein, beaucoup d'années, une cinquantaine, non, je ne sais plus. 74 de mémoire, donc ça doit être la 53e édition, si on compte 74 en année 1. Si je ne dis pas de bêtises, hein, ça aurait dû être la 53e, je crois, un truc du genre, 52, 51, en tout cas au-delà de 50.
Voilà, donc un événement, on va dire, qui est bien, pour le coup, historique, hein, et lié à la BD. C'est un événement qui a grandi au fur et à mesure, hein, qui était au départ associatif, puis qui a été confié à une société donc, qui s'appelle 9e Art Plus, depuis le milieu des années 2000. Ça a permis d'entrevoir des évolutions structurelles, hein. On a vu un festival qui a grandi, avec notamment l'arrivée, on va dire, l'impact un peu plus important que des années avant de tout ce qui va être le monde des comics et des mangas. Et pour pouvoir expliquer un petit peu ce qu'il en a été et en tout cas, tout ce qui en est conduit jusqu'à l'édition 2026, en tout cas, ce qui aurait dû être l'édition 2026. Moi, je voulais qu'on parle un petit peu d'abord de ce qui a été celle de 2025. Euh, Quel regard vous portez finalement sur cet Angoulême-là, vous, Laurent, en tant qu'auteur et en tant que journaliste sur le sujet? Qu'est-ce que vous en aviez pensé déjà de cette édition-là en termes de retour, de bilan? Nicolas, je te laisse. Non, j'allais dire la même chose, Laurent, j'en prie. Levez le doigt. En termes de bilan, alors après, moi, ma vision, elle est un peu biaisée du fait que je fais le festival en journaliste, hein, donc je me rends pas aussi bien compte que les visiteurs de tout ce qui est les difficultés d'accès, faire la queue, les temps d'attente, ce genre de choses. Après, c'était une édition euh, on mettait plein les yeux, comme ces dernières années, surtout avec les expos. Enfin, moi, j'y vais beaucoup pour les expos. Il y avait beaucoup de monde. Je sais plus combien il y avait de personnes, mais on est autour de 200 000 personnes, hein, une édition d'Angoulême, je crois. Si je dis pas de bêtises, on est sur l'une des enfin l'édition qui a eu le plus d'affluence en fait. Donc voilà. Donc historiquement, voilà, c'était la très très gros succès entre guillemets en termes de visiteurs. Ce qui est un peu étonnant, hein, parce que c'est l'année aussi où les prix, là je parle pour les lecteurs, pour les visiteurs, ont augmenté aussi. Donc finalement, cette hausse de prix qui était pas forcément euh, bienvenue, on va dire, n'a pas forcément freiné la curiosité et l'envie des lecteurs de visiter cette édition-là. Ouais, Et après, c'est quand même un budget important. Pour les gens qui veulent venir en famille avec des enfants. Enfin, quand faut, tu vois, un couple avec 2 enfants, faut payer 4 places. Ça fait un budget qui est quand même assez fort, hein. Donc, je suis pas sûr que c'était 100% le même public, tu vois. Peut-être un peu moins de familles et peut-être des gens sans enfants. ouais, des visiteurs un peu plus uniques que des visiteurs, on va dire, groupés. Alors ça, effectivement, ça, on n'a pas forcément les retours là-dessus. Tu parlais des conférences, pardon, des Les expositions. C'est expos. vrai que l'année 2025, elle a aussi montré des choses assez hallucinantes en termes de succès pour des expositions. L'Atelier des sorciers qui a généré une file d'attente qui dépassait même le Quick, hein, qui était beaucoup plus loin dans la rue. On a eu quoi? Il y a eu la Vinland Saga aussi. On va dire, on a eu de très belles expositions. C'est une des choses Et qui avec est Watanabe aussi, extrêmement. ouais. Donc, cet aspect-là, en tout cas, moi, je vais pouvoir parler sur ce point, en tout cas, de l'édition 2025 on va dire, dans ma place, mon rôle d'éditeur. On a eu une édition qui a été la plus importante, en tout cas, en termes de chiffre d'affaires, si on parle un peu vulgairement, où c'est ça, finalement, on a réussi à bien travailler en ressortant finalement de cette édition en se disant c'est bien, on a travaillé et en plus on n'a pas perdu d'argent, ce qui n'est pas forcément le cas tous les ans en fait, hein, parce que pour expliquer, Angoulême, c'est des tarifs de stand qui sont quand même extrêmement chers. On n'est pas très éloigné de ceux du Salon du Livre à Paris, hein, pour donner un ordre d'idée. Avec une dimension voilà, différente en termes de taille de stand, évidemment. Mais on a aussi beaucoup de frais en local, hein, puisque effectivement, une des données d'une ville comme Angoulême, c'est qu'il faut loger toutes les équipes et ça nous force souvent à nous écarter et ça rentre dans un budget, en tout cas, de déplacement et d'organisation qui est toujours plus gros. Et pour autant, cette année-là, effectivement, on s'en est sorti. Les auteurs ont tout donné. Laurent pourra le confirmer. Et en tout cas, c'était une belle édition d'un point de vue professionnel, mais bon, voilà, on sait qu'il y a d'autres points problématiques. Toi, ton ressenti, Laurent, pour le coup, sur cette édition? Je dirais, comme Nicolas, de toute façon, aucun retour ne peut être autre chose que partiel. Toi, tu es éditeur, il y a des visiteurs, il y a des journalistes, il y a des auteurs, il y a des organisateurs.
Donc, c'est intéressant d'avoir cette réunion parce qu'on a trois points de vue différents qui se complétera avec celui des gens qui nous, peut-être, regardent et écoutent ce matin. Nous, on voit pas grand-chose parce que c'est un marathon pour nous, auteurs Angoulême. On arrive, enfin moi j'arrive le mercredi après-midi. Je pourrais être dispo le jeudi matin pendant que vous et le noyau dur avaient monté le stand, vidé les caisses, géré la location et tout ça. Et moi, jeudi, vendredi, samedi, toute la journée, quasiment non-stop, je dédicace. C'est pas toujours le cas le dimanche, souvent, je rentre maintenant, hein, parce que c'est ma journée où je suis ratiboisé. Mais bon, voilà. Ça arrive aussi que je fasse le dimanche, en effet. C'est pas toujours le cas quand les auteurs soit sont plutôt des auteurs dits plus mainstream dans des grosses maisons d'édition, Dargaud, Dupuis, Lombard, Delcourt, etc., qui eux auront des créneaux de quelques heures par-ci, par-là, se promèneront, feront des expos, iront peut-être boire des coups, iront peut-être poser des projets, rencontrer des gens. Moi, je suis pas dans ce cas de figure-là parce que comme je bosse tout seul, scénar, dessin, couleur, etc., j'ai pas le temps de mener plusieurs projets de front. En tout cas, moi, j'y arrive pas. J'ai pas un dessin qui s'y prête. Donc, finalement, je ne viens que pour rencontrer les gens pendant, en gros, 3 ou 4 fois 10 heures d'affilée, quasiment, en mangeant debout une salade et faire des dédicaces à tour de bras, notamment pour faire en sorte, si c'est possible, qu'à la fin, tu sois pas trop en déficit Comics Initiative et puis de communiquer sur le nouveau bébé qui vient d'arriver. Donc moi, j'ai vraiment la posture du petit producteur de miel local qui arrive à l'ouverture du marché et qui part quand les gens de la municipalité lui disent « faut y aller, monsieur, là, maintenant ». On va dire, cet investissement d'énergie, en fait, c'est quelque chose qui est pas forcément duplicable. C'est vrai qu'à l'année, en termes d'exposants, on met pas forcément autant d'énergie. En tout cas, on ressort pas autant ratatiné, comme le disait Laurent, par un type de festival. C'est vrai qu'Angoulême, c'est un peu l'expérience où on sait qu'on arrive soit malade, soit on y repart malade, en fait, entre la période de l'année qui est fin janvier, entre, j'ai envie de dire, les maladies grippales, gastro, Covid, qui sont venues se rajouter à tout ça. On va dire, c'est presque un rendez-vous annuel de se dire, bon, bah, Angoulême, comment je vais réussir à en sortir cette année? On est un peu tous à la même enseigne à ce niveau-là. En tout cas, ce qui est intéressant, en tout cas pour moi, de montrer, c'est qu'il y a un côté intéressant à voir sur la partie d'Angoulême, c'est qu'il y a effectivement eu une très grosse édition d'un point de vue visiteur, d'un point de vue commerce aussi, d'un point de vue qualitatif. Et c'est pour autant, on va dire, c'est plutôt les aspects positifs, alors qu'on connaît les avis négatifs. C'est vrai quand ça faisait déjà quelques mois que, on va dire, il y avait non pas des rumeurs, mais en tout cas des faits établis sur la gestion un petit peu problématique, la gestion problématique de 9e art plus et des éléments qui sont venus progressivement secouer, on va dire, l'organisation du festival avec que ce soit le boycott, le girlcott, de la même manière, qui ont pu finalement rebattre un petit peu, en tout cas rebattre les cartes. J'arrête pas de dire un petit peu, il faut que j'arrête. Ont rebattu les cartes. Et l'idée, en tout cas, derrière, en fait, moi, je peux dire aussi, tiens, un truc, c'est que à la sortie de l'édition 2025, le cumul des points négatifs, en fait, liés à finalement, non pas l'édition 2025, mais à la globalité de l'organisation, je pense que Laurent pourra le confirmer s'il en a envie. En tout cas, moi, j'ai interrogé effectivement les auteurs en leur disant qu'est-ce qu'on fait pour l'année prochaine. L'affaire Chloé reste un point qui est dérangeant, il faut être clair. Moi, on n'est pas là pour coopter des pratiques comme ça. Et pas que, en fait, il y a plein de choses qui sont intenables entre un moment l'impact financier, l'impact énergétique qu'on est capable de mettre. Si on met tout côte à côte, en fait, ça nous a poussé à une réflexion. Moi, je dis nous parce que j'ai sollicité les auteurs en leur demandant s'ils voudraient y aller. Et on s'est finalement... certains disaient on fera comme tu as envie. Il y a eu au départ cette partie-là, d'autres n'avaient pas envie. Il y avait vraiment un mood qui était assez différent. Et arrivé à la clôture des dossiers, en fait, qui se fait souvent mi-septembre,
Pour le coup, j'ai pas envoyé de dossier. J'avais pas envie en fait de participer en mettant une bille dans l'organisation d'une chose qui ne me convenait pas. Et on avait même au final eu une opportunité qui nous a été présentée de pourquoi pas avoir un espace dans une zone off du festival. Et au final, j'ai envie de dire, au moment où on commençait à partir dans l'idée que cet événement parallèle pourrait avoir lieu, et ben on va dire le gros mouvement de relancer en tout cas et le gros boycott, girl code du festival a eu lieu en tout cas et ça nous a à nouveau repenché à réfléchir à cette situation-là. Ça, c'est des points qui, moi je pense qu'à un moment, il faut être capable aussi de mettre tout côte à côte et de se dire est-ce qu'on fait ce choix de valider en fait cette organisation qui était compliquée ou bien alors on avance et on cherche une autre solution parce que dans l'idée, ne pas aller au Festival d'Angoulême, c'est aussi priver des lecteurs de rencontres avec des auteurs qu'ils ne voient jamais ou qui n'ont quasiment pas l'opportunité de rencontrer. Sur 2025, on avait eu 2 auteurs qui venaient de l'étranger, avec Portchak Pitchechot, qui venait des États-Unis. The Good Asian, précise de qui on parle. Et ces auteurs-là, c'est vrai que c'est pas des personnes qu'on croise régulièrement, bien au contraire. Et puis ça permet, à mon sens, aussi en tout cas, ouais, de proposer, de faire découvrir un maximum d'œuvres aux lecteurs. Et ça, c'est quelque chose qui me semble, en vrai, un peu le but de notre mission d'éditeur, c'est d'essayer de faire découvrir des talents, des récits à un maximum de monde. Et Angoulême est l'un des moments phares de cette année. Alors, il y en a d'autres, hein, effectivement. On pourra parler de Quai des Bulles, qui est un des festivals où, en tout cas, on s'amuse le plus également. Sur Angoulême, cet investissement-là est peut-être plus grand par rapport à la dimension énorme de ce festival. Je ne sais pas, tiens, d'ailleurs, combien ça représente en termes de visiteurs par rapport à un Quai des Bulles. C'est peut-être 2 fois Quai des Bulles, non? Je ne sais pas si ça vous savez. Quai des Bulles, on est à 46 000 visiteurs officiellement. Depuis l'an dernier, d'ailleurs, ça n'a pas bougé, mais avec une progression en moyenne de 2500 personnes depuis 10 ans. Donc je pense qu'on était 1500, 2000, enfin voilà, c'est un peu, ça peut pas être aussi précis net que ça, hein, les chiffres, parce que voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent. Moi, je fais partie de Quai des Bulles, donc, mais en gros, depuis que je suis arrivé, on est passé de 32 000 visiteurs en 2013, je crois, un truc comme ça, et 32, 35, 37, 39, 40, et là, on est à 46 avec plus de 800 auteurs présents. Là où Angoulême, ça doit être dans les 2-3 000 auteurs présents. Et je précise, il n'y en a quasiment aucun, ni dans l'un ni dans l'autre, qui est pris en charge par le festival lui-même. C'est des auteurs présents qui sont pris en charge par les maisons d'édition, qui des fois se logent par eux-mêmes, etc. Seuls ceux qui font l'objet d'une exposition, en gros, sont vraiment pris en charge par le festival. Donc et là, je parle vraiment de Quai des Bulles. J'imagine que c'est la même pour Angoulême. Donc il y a vraiment très peu faut faire un distinguo. Quand tu fais partie de l'organisation d'un festival, surtout quelque chose comme Quai des Bulles où les gens ont vraiment souvent envie de venir casser des pattes de crabe et venir boire des coups intramuros, on dit alors pourquoi tu m'invites pas? Il y a toute la profession, il n'y a pas moi. Il faut imaginer qu'il y a une quinzaine d'auteurs sur 700-800 présents qui sont réellement invités par le salon, sinon ce serait absolument pas possible en fait en termes financiers. Je reviens un peu plus haut, tu parlais ce qu'on parlait de base de Angoulême. Tu disais donc que jusqu'à septembre se posait la question ou pas d'aller une année de plus, valider, de participer c'est valider toute une organisation, tout le système, tout le symbole que le FIBD est, c'est-à-dire d'un système qui exploite Broye à un moment où tout va dans le mur, la base du métier, les ventes de livres, la diversité. Et c'est ajouté par-dessus, j'ai envie de dire, ce qui a été l'élément déclencheur concomitant qui fait qu'à un moment, un peu comme la mauvaise récolte de 1789, a foutu tout le monde en même temps, ou le prix de l'essence avec les gilets jaunes, tu choisiras l'exemple que tu veux, mais il me semble que cet exemple-là de Anouk Ricard, qui fait basculer de l'autre côté en disant « je n'irai pas », l'exemple est venu d'en haut, mais qui a été tout de suite suivi par exactement l'inverse, tout en bas.
c'est-à-dire les autrices-auteurs qui font au moins la moitié, si ce n'est plus, du sel, de la richesse et de la diversité du salon, c'est-à-dire la bulle Nouveau Monde, ce foisonnement laboratoire de micro-éditeurs de toutes formes, objets, couleurs, ce qui fait, à mon avis, le vrai sens aujourd'hui et un vrai terreau de la BD, et pas seulement le refuge des alternatives, des indés, des undergroundeux, des fanzineux et je ne sais quel autre mot qui des fois est un petit peu péjoratif. C'est bien eux à la base relayés par cette journaliste de l'humanité qui font que la pyramide a été ébranlée par la base, ont suivi tous les éditeurs ou quasiment tous en alternatif, et ce qui fait que quand les grands journaux, Libé, Le Monde, etc., se sont emparés de la question, c'est au moment où Delcourt, Dupuis, Lombard, qui n'avaient pas tellement d'autres choix, parce que eux aussi ont des coûts gigantesques, des investissements énormes à venir à Angoulême, se disent, on risque vraiment de perdre à venir là parce que ça va nous coûter, déjà ça leur coûte peut-être plus que ça leur rapporte en termes de stand, d'image, d'investissement. Là, la promesse à venir d'un demi-festival, plus la mauvaise image qu'il y avait de continuer à cautionner les VSS, tous ces problèmes de violence sexiste et sexuelle, etc., à mon avis, on fait basculer. Mais comme le grand public en a entendu parler à ce moment-là, Dergo, Dupuis, Lombard, Delcourt, Glénat, etc., ne viendraient pas. J'utilise bien le conditionnel. C'est là où les gens se sont dit quel courage, les grands éditeurs boycottent, etc. Alors que pour moi, c'est un petit phénomène qui était diffus de loin et c'est le côté du battement de papillon, quoi. Les gros éditeurs voulaient surtout, on va dire, avoir une place un peu plus importante dans le côté décisionnaire. En fait, c'est ce qu'a demandé le SNE, c'est de participer plus intensivement aux décisions, on va dire, prodiguées à l'origine par l'association. Ce qui s'est passé avec la nouvelle organisation, où maintenant on a les syndicats d'auteurs qui ont un poids dans la BADB, si je dis pas de bêtises, tout comme le SNE ou le SEA, donc les deux gros syndicats d'éditeurs qui, pour le coup, pourront participer aux échanges des futures éditions. Parce que pour le coup, c'est ce que je voulais faire la transition pour parler de la partie qui nous amène en fait en ce vendredi à échanger autour. 2026, pas de FIBD dans l'ensemble organisé par 9e art. Branle-bas de combat, grosse organisation. Comment ça allait se passer entre les locaux, on va dire les locaux en général, que ce soit les commerçants et les élus, du coup, ne voulaient absolument pas laisser tomber l'événement et se sont mobilisés vraiment de manière, j'ai envie de dire, extrêmement courageuse, parce qu'en moins de 2 mois, ils se sont mis dans l'idée d'organiser ce que je vais mettre en image, qui s'est appelé le Grand Off, donc un festival improvisé. Le mot improvisé, il est réellement là, c'est-à-dire qu'ils ont pris plein de bonnes initiatives pour essayer d'organiser un événement différent. Je ne suis pas sûr qu'il aurait pu être fait au même niveau, entre guillemets, que ce que proposait 9e art et son organisation beaucoup plus grosse que celle qu'on a découverte dans le Grand Off. Et ça va me permettre comme ça de vous laisser un peu la parole, en tout cas de vous la laisser bien volontiers. Ce qui s'est passé, c'est que derrière cette volonté de ne pas lâcher la BD, puisque la BD, elle a quand même un côté événementiel dans cette période de l'année, c'est le moment où les grands médias en parlent. L'idée des organisateurs a été de se dire, si on parlait de BD un petit peu partout en France, notamment à travers ce qui a été organisé sous l'intitulé, c'est les fêtes interconnectées de la BD, voilà, le nom me revient. Et outre le Grand Angoulême, il y a eu effectivement différentes villes où il y a eu des manifestations avec différents festivals. Laurent a participé à un. Je pense qu'on peut peut-être parler de ça avant que Nicolas, lui, qui a été notre journaliste dépêché sur place, pourra nous parler de tout ça. Laurent, lui, n'a pas été au Grand Off, mais il a participé à un rendez-vous à Rennes tiens, je commence par l'affiche récente. Tiens, puis j'aurais pu mettre c'est Mandragore qui a fait l'affiche d'origine, hein, je crois aussi. Je vais te la retrouver. Tu peux nous expliquer l'idée, en fait, Laurent, autour de ce qui s'est passé, en fait, sur Rennes?
Oui, bah en fait, même nous, l'idée, elle est peut-être venue aussi. Elle a rencontré une idée qui était dans l'air par quelques-uns. Début janvier, autour du 10, je suis contacté, je reçois un mail comme la plupart enfin quelques auteurs de Rennes. On est quand même pas mal hein, à Rennes des auteurs. Je pense que bon an mal an, avec Rennes et Métropole, on doit être, je sais pas, je dirais à la louche 35, 40 personnes qui gravitent dans la BD professionnellement ou à moitié professionnellement, on va dire. Donc je reçois ce mail qui nous invite à peut-être fêter la bande dessinée, la période où se tient le FIBD, au même moment. Nous, on en avait parlé entre nous, Mickaël. Je disais, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc à Tours, puisque toi, tu es un éditeur installé à Tours. J'en avais parlé à quelques auteurs en se disant, tiens, est-ce qu'on pourrait pas, dans chaque ville, grande ville où il y a, autour de Tours, on fédère des gens de Angers, Rennes, Nantes, Blois, donc un peu partout autour, se réunir un week-end et puis présenter un peu ce qu'on fait, parce que on l'a pas encore dit, mais Angoulême, c'est un événement important pour nous, comme Cannes est l'occasion pour beaucoup de gens de présenter un travail sur un moment clé qui donne une visibilité à une démarche qui est parfois aussi, pas seulement commerciale, mais aussi un peu artistique, avec une ambition. Donc, pour beaucoup, Angoulême est une sorte de porte-voix. Bref, on en avait parlé, et puis finalement, on avait conclu au moment de Boulois, je crois, en décembre, qu'il valait mieux rien faire, peut-être du tout, que on était crevé à ce moment-là, et comme tu dis, un mois après le Nouvel An, souvent on se trimballe une grippe, dont je suis d'ailleurs en train de me remettre depuis un jour ou deux seulement là. Donc bref, on avait un peu lâché l'affaire. Début janvier, je reçois donc cette invitation de Mandragore, qui est une autrice et musicienne là autour de Rennes, dans ma région, et éditrice à l'œuf. Elle fait partie d'ailleurs de l'association des éditeurs indépendants. Ce mail m'intéresse, je réponds tout de suite, moi, à une quinzaine de personnes, pour dire ça m'intéresse, on avait envie, mais il n'y avait rien. Et l'idée, c'était de faire une forme de goûter de la BD. C'est même pas un week-end ou une journée, c'est vraiment de 17h à 21h, puis ça s'est un petit peu étendu, on a gratté une heure de 16h à 21h dans un lieu, lui aussi assez alternatif à Rennes, puisque c'est une cantine qui organise des concerts, donne de la visibilité à des artistes, à des groupes. Donc moi je dis super, je renvoie à tous mes copains du coin, les Pascal Jousselin, Batable, Nicobi, Emmanuel Roset, faut pas prendre les cons pour des gens, etc. Zanzim, Podom, enfin tous ceux que je connais un petit peu, pour élargir un peu au-delà des seuls alternatifs et fanzines, pour avoir des gens plus installés sur la scène. Bon, en gros des vieux quoi, pour dire franchement, des gens comme moi, enfin qui ont la petite cinquantaine, on va dire. Et donc, plein d'échanges vifs. Moi, j'aime bien ce côté-là parce que je viens d'un lointain passé du fanzine. Donc, j'improvise une affiche qui porte le nom que j'avais d'abord, moi, trouvé quand on en parlait ensemble, Mickaël, qui était Euh, Goulême. je remonte juste la fiche de. Alors ça, c'est ce que m'a envoyé Mandragore. Non, nous, on va pas à Angoulême, mais par contre, on sera à Rennes, parce que nous, c'est quand même 4 heures de route, c'est compliqué. Une fois de plus, Airbnb a une cote x5 dans la Charente angoumoisine au moment d'Angoulême, donc juste, on se ruine pour dormir chez des gens dans un moment de l'année qui est, enfin, on est quand même le dernier week-end de janvier sur une butte balayée par les vents et ravitaillée par des corbeaux. Je le présente bien, merci Angoulême, mais c'est quand même plus sympa d'aller dans le coin au printemps, à l'été, même à l'automne, que à ce moment-là de l'année. Donc bref, l'idée de faire un truc à 5 km de chez soi, d'arriver avec des bouquins, et que même si, et sans libraire surtout, était extrêmement séduisant. Donc moi, je fais cette affiche-là parce que j'adore faire des affiches, c'est mon kiff. D'habitude, je me fais payer, mais là, c'est un truc voulu par les auteurs et pour les auteurs, un peu comme Robespierre et sa constituante en 1789, hein, par le peuple, pour le peuple et avec le peuple. Ben voilà, là, c'est nous, sans libraire, sans autorisation, sans budget, sans association, sans partenariat. C'est bonne ambiance, c'est libre, et quiconque a au moins un exemplaire de son bouquin peut venir le poser sur une table, amener une nappe de chez lui, parce qu'il n'y a même pas de nappe, et parler. Donc moi je fais ça, et t'as enlevé un peu vite, mais c'était d'abord Nogoulême, parce que moi je trouve que les trucs en 3 syllabes, quai des bulles,
Angoulême, qu'est-ce qu'il y a d'autre, BD Boom, bref, on peut en trouver plein. Des trucs en 3 syllabes, ça claque. Nogoulême, il y a le côté no-go, bah, cette année, on n'y va pas. Et aussi parce que Angoulême, c'est ce qu'on appelle une métonymie, c'est-à-dire quand un mot remplace le tout. J'ai lu un Zola, par exemple, j'ai bu un verre. Ben, quand on dit je vais pas à Angoulême, comme me disent les gens avec qui je promène mon chien, quand ils me disent ah, il n'y a pas Angoulême cette année, c'est pas qu'on a détruit la ville avec une bombe atomique, hein, c'est juste qu'il n'y a pas de festival BD. Quand on dit il n'y a pas Cannes, ça veut dire qu'il n'y a pas de festival de cinéma, etc. Donc moi, je fais mon petit mot Nogoulême, qui était destiné à être vu à Rennes, pour dire à Rennes, je crois que c'est très visible, comme c'est très visible en bas qu'il y a d'autres choses interconnectées qui sont Angoulême, Bordeaux, Bruxelles, Lyon, etc. Il se passera des choses ce week-end-là parce qu'il n'y a pas l'EFIBD. Il y a Nogoulême. Et donc, en effet, oui, il y a eu un petit malentendu polémique. Alors c'est ridicule, hein, mais on m'a prêté des intentions d'être anti-Charente, anti-Angoulême. Et donc, j'ai très vite changé cette affiche. Ça existe, ça? Bah, vu d'Angoulême, ça a été pris comme pas tout le monde, hein, je généralise pas, c'est une tempête dans un verre d'eau, mais il a été émis l'idée qu'il y aurait une sorte de volonté que ma toute-puissance vocale sur une affiche diffusée sur Instagram et même pas en papier aurait vocation à éloigner les gens de prendre leur voiture et traverser la France pour aller à ce grand off. Alors qu'une fois de plus, il suffit de lire en bas. Hein, la première lettre sous Rennes, c'est Angoulême, Bordeaux et les autres. Et que c'est mis aussi sous la date fête interconnectée de la BD. Donc bon, c'est peut-être aussi parce qu'il y avait un livre qui est en cours qui s'appelle Nous Angoulême. Peut-être qu'il y avait une confusion, j'en sais rien. Oui, ça, j'ai vu ça bien après. Bon, à la limite, ça aurait été plus simple de me le dire comme ça, mais bon. Mais en plus, j'ai mis girlxcott.com parce que moi, je trouve ça très sympa. Tout le monde trouve ça très sympa. L'affiche de Mandragore que tu montrais commence par Nous n'irons pas à Angoulême. Ça veut pas dire n'allez pas à Angoulême. Mais voilà. Donc, bref, comme le but était de communiquer, pas de polémiquer, j'ai changé le nom. J'ai pris sur moi de changer le nom, d'appeler ça des rencontres BD. Et puis, donc bref, voilà, je ne vais pas épiloguer là-dessus trop longtemps. Donc, c'est devenu les rencontres BD. On nous a demandé d'enlever les noms de Girl X Scott, alors que bon, on avait des autrices et on trouvait ça très cool. Et ça a quand même fait partie de nos échanges parce que c'est important. C'est quand même l'élément déclencheur de toute cette annulation, ce grain de sable qui a fait écrouler le tas. C'était quand même important que ça ait sa place. Donc, nous, on en a parlé de tout ça. Et puis, ah zut, téléphone pendant que je parle. Ah, je vais, hop là, je raccroche, je m'excuse. Et puis, donc bref, voilà, c'est l'étape numéro 2. Et puis, et du coup, mon affiche, moi, je pensais que plein de gens feraient la même, en fait. Je pensais qu'à Rennes, il y aurait 2, 3, 4, comme Mandragore et moi, qui feraient leur propre affiche. Et voilà, du coup, comme il n'y a pas eu d'autres affiches, je me suis dit que c'était quand même mon affiche qui avait été diffusée du fait de cette polémique aussi. C'est pour ça que je parle de ça. Moi, j'ai jamais eu autant de vues sur mes 5 ou 6 ans d'Instagram à cause de ce truc, de cette affiche. Et du coup, bah, je me dis, je vais enlever mon personnage qui crée un malentendu, je mets les rencontres BD et puis je mets en avant les gens, les auteurices, puisque c'est le cas, qui allaient être présents, les éditeurs, les gens qui portaient. Hein, moi, je suis même pas, il n'y a pas eu d'organisation, c'est même pas vu, tout s'est fait par mail en fait. Mais c'est vrai qu'on n'a pas compris, pour être franc, cette espèce de déchaînement inattendu et on avait beau essayer de s'expliquer, c'est comme si il y a un truc qui dit que se justifier après qu'une idée s'est faite sur quelque chose devient, il faut 10 coups de rame pour aller dans l'idée, quoi. Après, on parle souvent d'Angoulême. Quand on n'est pas local, entre guillemets, on dit on va à Angoulême. En fait, c'est le festival Oui, de mais la BD. c'est ça ce que je disais. Je pense que quand on sort d'Hollywood, qui est un quartier d'Hollywood, le monde entier entend cinéma en fait. Et quand on sort, nous entre auteurs, quand on se dit tu vas à Saint-Malo, on parle de Quai des Bulles. Quand on dit tu vas à Angoulême, on parle du FIBD. Mais les gens avec qui je promène mon chien, ils me disaient tiens, il n'y a pas Angoulême cette année. Voilà, tout bêtement quoi. Ça me semble pas très compliqué à envisager que, puis c'est pas faute d'avoir tenté d'expliquer que comme je disais, j'ai dit sur une radio, si j'avais 1%
du pouvoir de prescription qu'on me prêtait à ce moment-là, j'aurais dit aux gens d'arrêter de voter comme des cons et d'acheter mes livres. Ça me semblait plus utile que de leur dire allez pas à Angoulême, quoi. Voilà. Et puis on adore aller à Angoulême, en fait. Faut quand même le dire. Là, on a dit qu'on revenait crevé, malade, que c'est un tunnel de boulot, mais le principal, c'est que signe pour y retourner. Dans festival, il y a fête. Et quand on va à Angoulême, comme quand on va en festival, on revient crevé, claqué, mais putain, on est heureux, quoi. On a vu des tonnes de gens. Ils nous rappellent que sans eux, on peut changer de métier. Si on a eu un peu de temps, on a acheté des catalogues sublimes, on a fait des expos, on a vu des gens, on a croisé des gens qu'on admire. Enfin, c'est génial d'aller à Angoulême. On squatte chez des gens qui reviennent nous voir et qui nous présentent les enfants qu'ils ont eus entre-temps. Enfin, on a tous 1000 histoires avec Angoulême, donc voilà quoi. Donc bref, je pense que j'ai bien justifié mon truc là. On sera là à Angoulême, hein, évidemment. J'espère qu'on va pas me jeter des tomates parce que j'ai fait un dessin en pensant que ce serait vu qu'à Rennes et que j'ai pas pensé une seconde que ça pouvait être pris autrement que cette année il n'y a pas FIBD et on fait un goûter entre ceux qui veulent bien venir montrer ce qu'ils font en tant qu'auteur et autrice BD. Ouais, voilà quoi. Moi, je résumerai juste en disant qu'en à peine 2 mois, il y a eu plein de choses qui sont créées à droite à gauche et que forcément, qu'il y ait des incompréhensions et des choses qui se fassent dans la précipitation, c'est le lot du jeu. L'essentiel, au final, c'est que ça a donné lieu à plein de rencontres. Et une rencontre, on va en faire une en fait assez simplement parce qu'il y a un invité qui s'est rajouté à la liste et qu'on voit tout en bas, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. C'est Aurélien Morinière, alors que certains connaissent bien puisqu'il a déjà participé à l'émission et qu'il a une superbe chaîne Twitch avec plein d'habitués dessus, dont Hélène qui participe aujourd'hui en tout cas dans les commentaires. Salut Aurélien. Est-ce qu'il nous entend? Hop, eh ben, écoutez, on dirait pas, c'est pas grave, je vais le relancer. Hop. Et en attendant, en tout cas, on va peut-être juste pouvoir finir sur la séquence. Il y avait un petit commentaire d'Hélène, le temps qu'Aurélien nous entende. Hop, tiens, je le mettais. Tu vois, on l'évoquait notamment dans l'atelier virtuel. L'une des personnes du Girl Scott qui disait juste qu'elle voulait faire quelque chose entre Angoulême. Pour le coup, ça n'a pas trop de rapport. En réalité, je pense que. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, on t'entend. Ouais. Okay. Ouais, on t'entend, Aurélien. Pardon. Je suis en voiture, alors forcément, compliqué. Ouais, sois prudent, camarade. Pardon, je t'ai coupé. Ça va écoute, pas de problème, tout va très bien. L'idée, de l'apparition d'Aurélien ici, c'est que ça nous permettait, je veux dire à tous ceux qui regardent, l'idée, en fait, à travers Aurélien, c'était l'envie d'évoquer une chose qui était hyper importante, c'est le long travail que l'on a quand on est auteur ou quand on est éditeur, c'est la préparation d'une sortie, d'un événement, d'une promo pour la coupler à l'arrivée, notamment du gros festival BD qui est d'Angoulême. Vu que on va dire, les lumières sont focus autour d'un titre, il est toujours intéressant de voir que souvent, on va mettre une avant-première, on va présenter les choses différemment, et ça a été le cas pour Aurélien, qui travaille sur une série, qui travaillait, parce qu'il a déjà fini les 2 premiers tomes, comme ça, un bourreau de travail, qui s'appelle, hop, je vais le montrer à l'écran, hop, Alastor de Sombregarde, dont la sortie a été longtemps calée justement pour le Festival d'Angoulême. Et je voulais que ça, notamment, Aurélien nous en parle un petit peu de toute cette machinerie qui est à préparer, anticiper. Et surtout, en fait, quand le festival s'annule, qu'est-ce que ça a impacté, en fait, pour toi? Et il nous entend plus. Nous entend-il? Il nous entend plus. La route est instable. Bon, écoutez, en tout cas, voilà, ça explique qu'il y a des enjeux. Si, je suis là. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, là, on t'a. Vous m'entendez ou pas? Oui. Ouais. Je suis obligé. Du coup, il faut pas que je mette le GPS. Bon, super, je vais me perdre. Donc, ouais, par rapport à la sortie de Alastor, en fait, nous, on avait prévu d'aller à Angoulême, mais on n'était pas censé avoir un stand éditeur. Donc, de toute façon, on avait quand même une forme de souplesse. On était programmé plutôt chez Cosmopolite ou des choses comme ça. On a senti quand même que le vent tournait assez tôt, qui est une librairie, et on s'est dit, en fait, là, ça va être compliqué. On veut pas
même aller à Cosmopolite. Alors, on les aime bien et tout ça, mais dans l'optique du mouvement de boycott qu'on estimait légitime, on s'est dit, même aller à Cosmopolite alors que il se passe rien et comme ça, pour l'instant, il n'y avait pas encore d'organisation du festival off. Et on s'est dit, bon, bah, on annule et on va faire autre chose. On trouve d'autres solutions. On va en librairie, on va trouver des solutions. Entre-temps, c'est organisé le festival off. Mais nous, on a organisé quelque chose pour la sortie qui se passait dans les librairies autour de Lyon, Annecy et Grenoble. Donc, il y a eu quand même 3 jours de dédicaces quand même. Mais voilà, on ne s'est pas recalé en voyant le festival off. On se trouvait que c'était un peu problématique en termes de communication de faire des allers-retours. On a assumé notre positionnement. Et puis, moi, je trouvais que c'était plus légitime que ce soit les gens d'Angoulême qui assument complètement les événements sur Angoulême avec beaucoup d'autrices et d'auteurs, des autrices et des auteurs indépendants aussi. Et on trouvait ça bien qu'ils portent le truc. Alors, bien sûr, il y a des gens qui venaient de l'extérieur qui ont participé, mais moi, je me sentais plus de laisser la main sur les acteurs locaux d'Angoulême pour porter cet événement-là. Mais voilà, on a rebondi assez rapidement parce qu'on n'était pas pris au piège avec un éditeur, quoi, engagé sur un stand éditeur. Tu as déjà eu des avant-premières comme ça qui ont eu lieu par le passé à Angoulême? Oui, en fait, moi, chaque fois, j'y vais avant-première, oui, bah avec toi. Avec toi, l'année dernière, on a présenté en avant-première L'Enfant Démon. Et en fait, voilà, je trouve ça plus important de défendre un bouquin à Angoulême avec un éditeur indépendant ou même en tant qu'auteur indépendant sur un stand pris en collectif. Parce que là, il y a un vrai impact déjà de com et financier, parce que c'est là, là on a quand même un vrai rôle à jouer, alors que chez des gros éditeurs plus mainstream, en fait, en fait, on va pas faire plus de dédicaces que si on était en librairie. Nous, personnellement, on va pas vendre plus de livres. Hein. C'est un peu l'effet de groupe chez un gros éditeur qui fait que ils s'y retrouvent à peu près, et encore, je pense qu'ils perdent de l'argent. Mais le vrai sens pour moi à Angoulême, en termes d'impact sur la trésorerie, c'est chez les indés. Hein. Nous, en tant qu'auteur directement, chez les éditeurs mainstream, on n'a aucun bénéfice à y aller, si ce n'est effectivement, comme disait Laurent, voir les potes, faire la fête quand c'est possible, quand c'est pas trop blindé de monde. Et voilà. Donc nous, en fait, la com, elle peut être noyée quand on est trop nombreux. Elle peut être noyée dans une masse. Donc en fait, on n'a pas on n'a pas d'intérêt direct à aller à Angoulême si c'est avec des gros éditeurs. Donc moi, j'ai trouvé l'intérêt de venir défendre L'Enfant Démon essentiel à la vie de l'album à ce moment-là, et c'était très cool. Pour Alastor, ça aurait été intéressant parce qu'on n'avait pas de stand et donc aller communiquer sur Angoulême, mais chez un libraire, c'était intéressant. Mais ça n'avait pas plus d'intérêt pour moi que d'aller dans des librairies à Lyon, à Annecy et à Grenoble, tu vois. Ok. Pour le coup, on va revenir juste sur le côté Le Grove qui s'est organisé. Déjà, on va pouvoir laisser Nicolas parler, puisqu'on l'empêche de parler depuis le début, là, en fait, en monopolisant la parole. On est désolé. Est-ce que, comme on disait, c'est monté dans l'urgence par plein d'éditeurs locaux, plein de bonne volonté, Le Grove de la BD. On a tous eu des petits retours sur les réseaux, comment ça s'est passé. Nico, qui est un habitué du FIBD classique, qu'est-ce que ça a donné le Grand Off pour toi, de ton côté? Quel ressenti tu as eu? Je prends le micro. Écoute, c'est impressionnant. Moi, j'ai trouvé ça impressionnant par la somme de choses qu'ils ont réussi à mettre en place en 2 mois. Ça, à peine 2 mois. Il y avait, alors évidemment, il y avait une sorte de village d'éditeurs indépendants au chai derrière le musée de la BD. Là, c'est l'autre partie du bâtiment qui est reliée.
il y avait pas mal de stands amateurs aussi. Donc là, bon, là, toute cette partie-là, il a fallu l'organiser assez rapidement. Mais tout, il y avait un nombre d'expos assez hallucinants qui ont été préparés en rush comme ça, en 2 mois. Et parfois, alors parfois dans les lieux classiques, hein, au vaisseau Möbius, au musée de la BD évidemment, mais aussi dans des lieux alternatifs, dans des bars, dans des restaurants, dans des maisons, des maisons privées quoi. Donc vraiment eu, voilà, ça a fleuri partout et c'était assez agréable, beaucoup plus accessible qu'en temps normal évidemment, parce que beaucoup moins de monde, hein, peut-être 10 fois moins de monde, je dirais, à la louche. Hein. S'ils ont fait 20 000 personnes, à mon avis, ça doit être bien le maximum. En Euh, réalité, avec aussi peu de délai, même s'ils en avaient fait 5 ou 10 000, ce serait déjà un succès. Hein. Enfin, à mes yeux. alors moi, je suis passé au village des éditeurs à des moments, pas les moments où il y avait le plus de monde. La photo que tu as montrée avant, c'était une des miennes où on voit bien qu'il y avait pas de monde, mais c'était le jeudi, je crois, le premier jour à 16h, ça. Bon, après, il y a peut-être eu plus de monde, je pense, sur le samedi, sur le week-end, ça a dû être quand même plus fréquenté, du fait du fait que c'était un festival alternatif. Il y a beaucoup moins de gens qui sont venus en posant des jours de congé pour faire le festival. Enfin, c'est pas du tout la même dynamique que d'habitude. Bref, il y avait ça, il y avait les prix, il y a eu quand même des remises de prix hein, différentes. Il y a les prix qui étaient remis dans le off là, chez la maison de l'organisatrice du festival d'origine, du festival off d'origine. Donc le prix Charlie Schlingo, il y a eu un prix écologique qui a été remis aussi. En fait, ils ont réussi à organiser énormément de choses en 2 mois et ouais, c'est ça. Moi, je dirais que c'était impressionnant. Tout ce qu'on peut faire avec des gens motivés en repensant les choses autrement. Et ça donne plein d'idées pour ce que pourrait devenir le festival à l'avenir. Mais ça, je pense qu'on va en parler après. Tu voulais évoquer ce point-là aussi. Ouais, ça Euh, pour terminer vite fait sur le off, tout était gratuit. Donc ça aussi, c'était vraiment, c'est vraiment différent. Quoi. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'Angoulême habituel. Euh, et puis voilà. Est-ce qu'en tant que fan de manga, puisque comme je le disais en préambule, tu t'occupes de la partie manga de Planète BD, tu as réussi à t'y retrouver en tant que, là pour le coup, visiteur de cette édition? Non, alors pour les fans de manga, c'était pas très intéressant. Sorti de petits auteurs auto-édités, par exemple. Deux, trois. J'ai dû en voir trois, peut-être trois, ouais, des auteurs de manga qui s'auto-éditent sur l'ensemble de tout le festival là. Pour les amateurs de manga, c'était pas très intéressant. Après, je lis aussi de la BD, du comics, je lis tout. Moi, je m'y suis retrouvé avec BD, parce que là, pour le coup, c'était plus un festival BD que autre chose. Pas trop de comics non plus, quelques-uns, des comics français. Mais ouais, voilà, c'était surtout un festival BD, quoi. Et alors, pour le retour, on va pouvoir aussi le faire à travers Laurent, notamment sur ce qui s'est passé à Rennes. Comment toi, tu as vu l'ensemble de l'événement? Est-ce que, comme Nicolas, tu as vu un résultat qui est assez réjouissant, entre guillemets, de faire une sorte d'événement BD délocalisé pendant cette période-là? Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, déjà, on va comparer ce qui est comparable. Hein. Angoulême, là, on parle de milliers de personnes. Nous, un événement qui a duré 5 heures, je crois. Et encore, le bar où on était, tu as mis quelques photos là, c'est cool. Ça, c'était à la fin. Quand on s'est levé, on a rangé. En fait, il faut imaginer de ce lieu qui s'appelle Grabuge, qui est génial, qui a une esthétique un peu ouvrière avec des briques en arrondi que j'ai reproduit sur mon affiche d'ailleurs à l'extérieur, une sorte de grande bouche ouverte avec des dents et qui figurait comme des lèvres autour. Enfin, il y avait une fresque, il y a eu un bœuf musical. Tout le monde est ressorti. En fait, on savait pas si ça allait faire pchit ou waouh. Et c'est clairement la deuxième proposition. C'est-à-dire que c'était tout petit, mais c'était plein comme un œuf. Je suis arrivé, moi, pour des raisons personnelles, un tout petit peu à la bourre, à ce truc-là, pour m'installer avec le diable, 2-3 caisses de Foxboy avec moi et 2-3 bricoles que j'ai trouvées à la maison. Je ne pouvais pas passer.
c'était mais vraiment c'est comme quand on passait dans les travées d'Angoulême, vous savez, les pires moments quand on passe dans ce couloir, là on voit Mandragore en train de faire une fresque avec les enfants pendant qu'il y a de la musique derrière. On n'a même pas eu le temps d'aller voir les stands des autres. On n'a même pas eu le temps de se lever. On n'avait même pas de machine à cash ou de lecteur de cartes parce qu'on n'est pas équipé. C'est pas notre boulot, ça, normalement. On venait vraiment montrer des bouquins. Les gens sont repartis avec des coffrets Foxboy. Je rangeais des billets dans ma trousse. Une fois de plus, on ne venait pas faire un événement commercial. On venait parler de nos bouquins. Moi, j'ai la chance d'en avoir. C'est des têtes que je ne connaissais pas, je dirais entre 30 et 50 ans, des gens curieux, ouverts, qu'on avait entendu parler, sans doute parce que l'affiche dont je parlais avant a quand même été imprimée. Il y a eu des petites affichettes mises à une dizaine d'endroits à Rennes. Il y a eu 2 passages radio. Ici, France Bleu Armorique, Canal B, qui est notre truc local à nous, un peu rock, un peu indé. Et du coup, on avait du monde, il y avait des animations, il y avait des débats avec micro, il y a eu des tables rondes, tout ça dans un petit lieu, une fois de plus. On a presque été en conflit avec les gens parce qu'à 18h30, 19h, ils nous ont demandé de ranger parce qu'ils voulaient bosser, que les gens s'installent, boivent des coups. Et alors que nous, on devait squatter les tables tellement il y a des auteurs pas prévus qui sont greffés au dernier moment, qu'on posait une table, 4 bouquins, et c'était donc les gens envahissaient dehors. J'ai galéré à me garer. C'était vraiment compliqué de se garer, alors que c'est un endroit qui est à l'extérieur du centre-ville de Rennes. C'est une ancienne zone de friche industrielle qui est un peu réaménagée avec des déchettes, des ateliers d'artistes. Et normalement, le week-end, il n'y a personne. C'était blindé de blindés. Donc, ça nous a fait penser que, il y a une attente et une appétence à Rennes pour des productions, connaître ce qu'on fait, connaître notre métier, et 2, que c'est le caractère local qui a intéressé. C'est-à-dire pas un énième festival comme il y en a 200 par an en France où on invite des gens d'un peu partout. Mais là, de savoir qu'est-ce qui se fait en BD indépendamment de la famille où on pourrait les ranger. Donc je pense que l'idée vers laquelle on se dirige, c'est de nous réunir pour faire le bilan. Enfin, pourquoi 2, je dirais même 3. Moi, j'aurais tendance à penser pour que il faudrait vraiment que les gens viennent eux-mêmes présenter, qu'on n'enferme pas à nouveau quelque chose du style BD alternative ou etc. ou édition tirage limité, ou d'un autre côté la BD dite commerciale, mais qu'on ait vraiment un truc où vous habitez Rennes ou la métropole rennaise, voir le département à côté, venez montrer ce que vous faites. Tout comme personne ne s'étonne de voir des producteurs de miel local ou de fromage venir sous un seul dénominateur commun est de travailler en local au pays et de faire connaître ce qu'on fait localement. Je trouve ça intéressant. Et à ce titre-là, je pense, c'était pas volontaire, c'était pas conscient, mais cette manière de se réapproprier à notre manière et de se couper des fêtes interconnectées de la BD, je pense non seulement n'était pas voulu, mais est une bonne chose. Et quitte à le refaire, moi je trouve que continuer à refaire un autre rendez-vous dans un autre endroit plus grand, si possible de se décorréler de la date d'Angoulême, parce que définitivement, on n'a rien à faire avec Angoulême, en fait. C'est la bande dessinée, le dénominateur commun, pas la Charente. Et une fois de plus, on adore les Charentais. Tous les ans, je pense à ce producteur qui vient me voir et qui me tient au courant des dernières nouvelles avec la Chine. Et c'est vraiment important et on comprend à quel point c'est un poumon d'oxygène et de respiration pour toute une région. On est heureux d'y aller. Mais nous, de Rennes, ce qu'on a vu, c'est que on a quelque chose à faire, nous. Et le cordon ombilical a été coupé avant même qu'il soit officiel. En tout cas, c'est une chose qui ressort, en tout cas, des différents événements qui ont eu lieu un peu partout, c'est que, d'une, il y a eu du monde, et de 2, il y a une réelle appétence des visiteurs, des lecteurs, des lectrices, en tout cas, pour finalement un critère un peu local, un petit peu déconnecté aussi, finalement, de cette BD, on va dire, ultra mainstream qu'on voit partout, etc. Donc, mais ça n'empêche pas, Michael, hein. Une fois de plus, ça n'empêche pas. Réellement, oui, non, mais j'ai compris, mais vraiment, une fois de plus, moi j'aurais été content, alors il pouvait pas, mais que Zanzim, Podum ou quelques autres, il y a Laurent Houssin qui a une BD géniale, il s'appelle Certao chez Futuropolis, qui est venu au dernier moment, Lionel Chouin, qui a un pote depuis plus de 20 ans, qui vient d'en sortir une à Glénat, qui s'appelle Bleu de Chauffe. Donc moi j'aurais aimé qu'ils viennent plus. Le fait est
c'est que c'est les alternatives qui ont répondu. Ceux qui galèrent, ceux qui dorment sur des clics-clacs, qui sont au Nouveau Monde et qui sont venus. Les autres, peut-être parce qu'ils avaient peur. Peut-être qu'il y a aussi, il y a un non-dit tabou. C'est que les libraires se prennent un petit peu offense, comprennent un petit peu ce qu'ils, parfois, par réflexe, prennent pour une prérogative, c'est-à-dire vous asseyez dédicacer et nous vendons, encaissons les livres. Je trouve très bien que c'est une volonté des auteurs eux-mêmes de venir avec leur propre livre, même s'ils en avaient qu'un seul. Et c'est aussi ça qui est au cœur du truc, tout comme une appropriation locale par une affiche, d'avoir choisi nos propres termes. Pardon, mais faites interconnecter de la BD, putain, 10 syllabes. Moi, en tant que communicant, je me dis, bah, c'est pas possible, quoi. Donc, un truc, on le fait à notre façon. Je sais pas trop comment ça s'est passé ailleurs, mais on avait, en vrai, pas forcément envie de respecter jusqu'au bout l'apparence d'une charte graphique qui était celle, très bien hein, d'ailleurs, d'Anouk Ricard, avec ses vers qui allaient digérer quelque chose de trop vieux et ce compost vivant crée une nouvelle matière. Le message, il est brillant, il est super. On a gardé l'esprit qui était de parler de l'IA, de l'avenir de notre métier, de cette, entre guillemets, industrie, parce que c'est une industrie, le livre, la bande dessinée, mais on en a fait notre propre chose à nous, et je trouve que ça, c'est très, j'ai envie de dire, c'est très breton. C'est valable dans pas mal de régions, mais nous, on a un espèce de tropisme local à vouloir faire les choses un peu à notre manière, tout en adhérant totalement à 100% à l'esprit local. Et peut-être pour prolonger aussi ce que disait Aurélien, tout simplement sur le rendez-vous qu'est Angoulême et la possibilité d'en faire un rendez-vous de promotion. On nous dit souvent ça, même nous on le dit, on va en promo. J'ai un album qui sort, je pars en promo. Je vais faire des tournées, des festivals, des libraires. En vrai, c'est pas de la promo. Quand Christian Clavier passe à la télé sur TF1 chez Arthur ou je sais pas où pour parler d'un film qui va sortir le mercredi suivant, oui, il va à un endroit, mais il va parler d'un film qui va être dans 400 ou 800 salles en France. Donc il fait de la promo. Tous ceux qui regardent en France l'émission sont au courant que s'ils ont vu le 1, 2, 3 de son truc avec qu'est-ce qu'on a encore fait, oh mon Dieu, on ne sait pas trop, et mon Dieu, il y a un 18e film qui va sortir, tout le monde est au courant. C'est donc de la promo. Mais quand moi ou mes camarades, on va à Angoulême sur un stand dédicacé des livres, c'est pas de la promo. On vient rencontrer des lecteurs, on va pas faire vendre un livre de plus dans les 400 libraires qu'il y a ailleurs en France. Donc si on fait cette démarche-là de quitter sa maison, de faire une valise avec la brosse à dents, les crayons, de partir à l'hôtel en pensant que ça va multiplier, même augmenter la vente des livres, honnêtement, vaut mieux rester chez soi, parce que si on n'aime pas ça, si on n'aime pas rencontrer les gens, si on n'aime pas offrir un dessin, on va amener un visage fatigué, épuisé, voire râleur, qui regarde pas les gens ou font des dessins à la chaîne. Et honnêtement, les gens qui vont venir n'auront pas plus envie d'acheter la suite. Ils auront d'autres bouquins à faire. Donc, je voulais, je prolonge un peu hein, ta question, mais prolonger sur l'idée que c'est moins de la promotion que de la volonté de rencontrer les lecteurs, éventuellement de pousser des projets quand on est dans cette démarche-là, en rencontrant des éditeurs et voilà, ou de voir des expos, tout ça. Mais pour moi, c'est pas de la promotion, c'est l'envie de rencontrer ceux qui font qu'on est auteur, les lecteurs. Ce que je disais, l'idée en tout cas que je voulais terminer, c'est que ce côté localisé, etc., un peu pluriforme et différent d'Angoulême n'est pas quelque chose qui s'oppose, mais qui au contraire peut peut-être s'additionner à la longue. Et ça revient en fait dans ton idée. Juste pour terminer, parce que pour le coup, on a des invités qui ont un temps limite et c'est normal. Même moi, j'ai un temps limite à un moment. Ça veut dire que je suis trop long, pardon. Ouais. T'as pas vu mon message en top secret Si, je viens de le lire là. Laurent Taboul. Non, c'est pas vrai. Non, l'idée en tout cas, c'est voilà, on a vu que le festival, entre guillemets, tout l'événementiel qui était lié autour va évoluer différemment. Tant mieux, il y a plein d'initiatives, plein de volonté de changer les choses. Comment vous voyez du coup Angoulême 2027? Est-ce que c'est un grand off-2? Est-ce que ce sera une relecture, une nouvelle version du FIBD? Qu'est-ce que vous en pensez entre ce que j'appelle le vœu pieux et peut-être une vision différente qui est réelle? Qui veut y aller? Nico, je t'ouvre ton micro. Hop. Ouais, vas-y. Alors, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y aura un grand off à nouveau. Alors, peut-être pas comme cette année s'il y a un festival in en même temps, mais le off, de toute façon, sera à partir de maintenant plus développé qu'il l'a été
Je pense pas qu'on puisse revenir en arrière. On a tellement apprécié, ça a fait découvrir le off à plein de gens. Donc, je pense que le off va prendre une nouvelle dimension, quoi qu'il en soit. Après, pour la partie in, je sais pas si 2027, ça va pas être trop juste pour avoir un nouveau festival in, auquel cas, bah, il y aura peut-être un grand off 2. Mais sinon, si on arrive à trouver un repreneur d'ici là, une nouvelle organisation, je pense qu'il y aura un salon qui va prendre une nouvelle forme, ou il faudrait qu'il prenne une nouvelle forme, peut-être plus petit au début parce que ça va se reconstruire avec les années, mais les acteurs locaux là qui ont organisé le off montrent bien qu'on peut faire énormément de choses de manière différente de ce qui était fait avant, et voire même en très peu de temps. Donc moi j'imagine un festival qui se renouvelle, qu'il faudrait repenser. Peut-être plus utiliser les infrastructures de la ville, moins monter des tentes géantes surchauffées parce que c'est en hiver. Pourquoi pas déplacer le festival au mois de mars au lieu de janvier, tu vois, pour qu'il y ait moins ces problématiques-là. Moins de Euh, maladies. un festival qui sera un peu pensé autrement et plus avec les auteurs et les éditeurs et pour les visiteurs et moins que pour le pognon, quoi. Et est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on est optimiste? C'est ta vision? Envie de l'être? J'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire qu'après le tollé qu'il y a eu là, si on redonne les clés à un organisateur de grands salons, festivals qui font des trucs, d'autres types de festivals, enfin, il y a des boîtes d'organisation qui sont professionnelles dans ce genre d'événements. Si on redonne ça à ce type de boîte, on va créer la même chose. Donc peut-être si on donne ça à d'autres types de gens ou de structures, euh, ouais, peut-être. Enfin, j'espère en tout cas. Et de ton côté, Laurent, tu vois la suite comment, toi? Oui, bah moi ouais, je suis d'accord. Au-delà d'Angoulême, je trouve intéressant de se voir que réellement, quand il y a un moment, c'est absurde, enfin, faut remonter jusqu'à Rachida Dati quand même, hein, qu'elle soit là, pas là, ou dans un magasin Dior. On sent que d'ailleurs, elle serait mieux ailleurs. Officiellement, elle n'y est plus d'ailleurs, hein. Mais il y a un moment, la gratuité, un lieu au printemps où on écoute un peu plus les gens, vraiment ce qu'on nous dit, ce qu'on crie, et de savoir que ça peut se passer. Moi, j'étais en Pologne en décembre dans le cadre de Quai des Bulles, j'ai rencontré la scène polonaise, j'ai pu voir à quel point j'ai pu constater à quel point Angoulême, les yeux étaient tournés vers nous et aussi qu'il y avait de l'admiration. La délégation italienne qui me disait, mais il y a vraiment que vous, les Français, pour foutre par terre le truc qui est quand même le symbole de ce qui vous fait connaître mondialement, c'est vous ça. Et je n'avais pas réalisé non plus, avant d'aller vraiment à l'étranger, des Polonais qui me disaient, mais moi j'avais tel bouquin prévu au moment d'Angoulême, cette portée-là, ce rayonnement. Donc savoir que oui, de temps en temps, il peut réellement, par la base, foutre par terre quelque chose. C'est très français et au-delà même de ce qui nous réunit ici, c'est-à-dire la bande dessinée, les bandes dessinées, comics, mangas, etc. Et c'est bien de se dire, on peut faire tomber par terre le tout et la révolution, c'est de faire un tour complet sur soi-même. Donc, si on refait la même chose, façon la Terre qui a fait un tour complet autour du Soleil, ça va pas aller non plus. Donc c'est vraiment le moment. Et en effet, je pense comme Nicolas qu'il y a eu un avant, il y a eu un après. Il y a des bases, semble-t-il, qui ont été posées et tout était à reconstruire, quoi. Donc allons-y. En tout cas, je plus sois vos argumentations, messieurs, en tout cas en espérant effectivement que les choses aillent dans le bon sens et pourquoi pas effectivement faire une symbiose intéressante entre ces deux types de manifestations légèrement différentes, pour autant que sont le Grand Off et une organisation plus grosse comme celle qui était le FIBD, donc avec la nouvelle dénomination, bref, on s'en fout. En tout cas, voilà. En tout cas, je vous remercie pour le timing. On avait dit qu'on ferait 1 heure, on en a 1h03, c'est pas mal. C'est pas mal. Si vous vouliez, je vous laisse le dernier mot, puis on laisse tout le monde. Tiens, qui a quelque chose à dire encore? Moi, j'ai trop Laurent, parlé, donc. voilà, bon, bah, c'est fait. Nico, on le retrouve sur Planète BD, on peut le redire, sur un florilège d'articles, toutes les chroniques notamment de son équipe manga, dont la multi-chroniqueuse hyper énergique Faustine et ses 500 000 chroniques mensuelles. Donc, oui, il va s'occuper de toute cette relecture. Il n'a même plus le temps d'écrire, le pauvre, tellement il doit relire.
Et en tout cas, je vous remercie d'avoir été présent. Angoulême, on le sait, c'est un festival qu'on apprécie à l'origine et on aimerait en tout cas qu'il revienne encore meilleur, en tout cas qu'il corrige ses défauts et ses problèmes pour que derrière on puisse de nouveau en profiter tous ensemble. Voilà. En tout cas, sinon je vous dis, je dis à bientôt à tout le monde et merci en tout cas de nous avoir assisté durant toutes ces minutes. Et merci à tous ceux qui étaient là. Je pense à Axel, Hélène, etc. Voilà. À bientôt tout le monde. Merci. Salut. Salut. Ciao.